Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. La coalition des alternatives africaines a organisé un point de presse sur la force G5 Sahel. La rencontre avec la presse a eu lieu au Musée national de Bamako et c'était le 25 juillet dernier. Reportage Abdul Karim Sakou et Ibrahim Koulibaly. Cette conférence de la CAD Mali s'inscrit selon les responsables dans le cadre des enjeux et défis de la force G5 Sahel pour l'Afrique en général et le Mali en particulier. Lors des échanges avec la presse, il s'est agi notamment de la vision de la CAD Mali quant à la création de cette force. Cette conférence de presse est la suite logique d'un atelier que la CAD a organisé le 29 juin passé avec les services techniques de l'État, l'Assemblée nationale et les organisations membres de la CAD Mali. Saluer l'initiative parce que l'initiative est une forte demande du Forum des peuples à l'adresse de l'État. Le Forum des peuples que la CAD a organisé en contre-sommet de la rencontre France-Afrique au Mali avait recommandé la mise en place d'une force africaine. Donc la CAD ne peut que se réjouir vraiment de cette initiative. Les conférenciers n'ont pas toutefois caché leurs inquiétudes relatives à la divergence de positionnement des chefs d'État membres du G5 Sahel. Un constat fort est qu'il y a des divergences d'idées entre les chefs d'État africains. Donc il faut recommander, il faut inviter les chefs d'État à parler le même langage en vue de donner force à cette initiative. Et autre recommandation, nous avons vraiment mis un accent particulier sur la formation de ces groupes du G5 pour remplacer de façon progressive les forces Barkhane et MINUSMA. Parce que nous savons quand même que ces gens ont beaucoup fait et il faut les remercier, il faut les reconnaître. Mais on doit préparer de façon responsable leur retrait progressif. Outre l'aspect sécuritaire, les questions relatives à la cohabitation du G5 Sahel avec les forces déjà en place, dont la MINUSMA et Barkhane, ont été abordées, surtout quand on sait que la force G5 Sahel n'a pas encore reçu le cachet des mandats onisiens. Le comité de pilotage régional du projet paludisme et maladies tropicales négligées au Sahel a tenu sa troisième réunion les 24 et 25 juillet dans la capitale malienne. Entretien Abdul Karim Sakou et Mohamed Sidibé. C'est un projet de 4 ans. Nous venons juste de démarrer en décembre 2015. Nous avons eu une seule année pleine d'activités, l'année 2016, après le lancement du projet ici même à Bamako. Et donc là, nous sommes venus pour faire un peu le point de ce que nous avons pu réaliser au cours de cette première année, mais également les 6 premiers mois de l'année 2017. Et après ça, faire des recommandations pour aller dans le sens de la mise en œuvre effective de toutes les autres activités qui restent. Le bilan à ce stade est autour de 70% des réalisations. Donc il y a encore un petit gap pour l'année. Donc il faudrait qu'on mette en place les processus afin d'accélérer. D'autant plus que nous avons des financements, il faut alléger les mécanismes pour que les financements puissent véritablement aller dans les programmes et faire bénéficier nos populations. Mais également beaucoup des activités de traitement, notamment au niveau de nos frontières, au niveau de la frontière Mali-Niger, Mali-Burkina, Burkina-Mali, il y a eu beaucoup de rencontres et il y a eu beaucoup de camps de chirurgie de la cataracte, de chirurgie du trichiasis, mais également de chirurgie de l'hydrocèle, des traitements de ces maladies-là qui ont eu lieu, et aussi, comme je l'ai dit, des grandes campagnes de sensibilisation, mais également de prévention du paludisme. Et en cela, vraiment, nous sommes déjà très satisfaits sur ce côté. Les activités qui n'ont pas pu être menées véritablement, ce sont les activités parfois liées à la passation des marchés, qui prennent un peu de temps selon les procédures. Et en cela, nous allons faire un renforcement des capacités des différentes coordinations du projet pour que les choses aillent le plus vite que possible. La deuxième, c'est activité qui n'a pas pu être réalisée jusqu'à présent, c'est l'accord que nous devrions signer avec l'Organisation mondiale de la santé pour que l'OMS puisse être impliquée davantage dans la mise en œuvre de ce projet. Il est prévu dans le cadre de ce projet des activités qui doivent être réalisées par l'OMS en appui à ce que font les pays. Et la troisième activité qu'on n'a pas pu tout à fait réaliser, c'est d'avoir un mécanisme pour mieux motiver les agents de santé communautaires dans nos pays. Vous savez bien qu'aujourd'hui, par manque de personnel qualifié, nous avons mis en place dans plusieurs de nos pays des agents de santé communautaires qui relaient les agents de santé dans le travail qu'ils font au quotidien.
Et il est important que ces mécanismes communautaires qui est mis en place soient renforcés. Le débat sur le projet d'abrogation de l'Obamacare s'ouvre enfin. Une victoire du président américain Donald Trump avec 51 voix contre 50. Les explications avec Dalhamidou Badini. Le Sénat américain a voté mardi de justesse pour ouvrir le débat sur l'abrogation d'Obamacare, donnant le départ à plusieurs jours de discussion. Depuis des mois, le dossier divise au sein même de la majorité républicaine. C'est une première victoire pour le président Donald Trump. Les sénateurs ont finalement voté par 50 voix contre 50. Le vice-président Mike Pence venant apporter la 51e voix décisive, comme le lui permet la Constitution en cas d'égalité. Venu express de l'Arizona, où il est traité pour un cancer du cerveau récemment diagnostiqué, le sénateur John McCain a voté en faveur de la motion. Il a été accueilli par une ovation de ses 99 collègues à son entrée dans l'hémicycle. Peu auparavant, une vingtaine de personnes présentes dans les galeries du public ont tenté d'interrompre le vote, scandant « Tuer la proposition de loi Panou » ou « Honte » avant d'être expulsés par des policiers du Capitole. Cette étape franchie, la route reste longue pour les opposants de l'Obamacare. Dans la nuit du mardi à mercredi, un projet d'abrogation et de remplacement d'Obamacare n'a pas recueilli les 60 voix nécessaires pour être approuvé mardi au Sénat. 43 sénateurs se sont prononcés pour et 57 contre, dont 9 républicains. Il s'agissait du premier d'une série de votes prévus dans la semaine. Tout reste à faire pour convaincre l'aile conservatrice du groupe et les modérés de s'entendre autour d'une réforme républicaine commune. Le développement de l'actualité africaine en bref et en images, une compilation d'Amadoun Diallo. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité africaine de ce mercredi 26 juillet 2017 que nous ouvrons avec la Côte d'Ivoire. À Abidjan, une semaine après l'attaque de l'école de gendarmerie de Cocody et quelques jours après celle de la gendarmerie d'Azagoué, le ministère de l'Intérieur indique que les malfaiteurs ont été arrêtés. C'est le directeur général de la police Youssouf Kouyaté et le nouveau ministre de l'Intérieur Sidiki Diakité qui l'ont annoncé mardi 25 juillet en fin de journée. Au terme des investigations, plusieurs personnes ont été interpellées. Les investigations se poursuivent pour mettre la main sur tous ceux qui ont pris part de près ou de loin à cette attaque. Déclinant l'identité des 5 malfaiteurs appréhendés, le DG affirme que toutes les armes dérobées ont été retrouvées. Le ministre de l'Intérieur, Sidiki Diakité, estime qu'il y a un lien entre les assaillants de l'école de police et ceux du coup de force contre la gendarmerie d'Azagoué il y a 4 jours. Surtout, il se félicite que ces arrestations couronnent les efforts de ces hommes en matière de sécurité du pays pendant les Jeux de la francophonie. Pour la 8e édition des Jeux de la francophonie à Abidjan, 10 000 hommes des forces de l'ordre ont été mobilisés pour des festivités qui dureront jusqu'au 30 juillet. Au Nigeria, cela fait 79 jours que le président Muhammadu Buhari est en congé médical à Londres. Les Nigériennes ont très peu de nouvelles de leur président. La nature de sa maladie n'a pas été dévoilée. Le peu d'informations fournies à son sujet est souvent matière à controverse, comme une photo le montrant en compagnie de leaders politiques de son parti le week-end dernier. La photo semble anodine. Muhammadu Buhari apparaît souriant. Il est attablé avec 6 responsables politiques de son parti. Parmi eux figure le président national de l'APC, John Oyegun, ou encore le gouverneur de l'État de Kaduna, Nassir El-Rufai. Ce cliché date de dimanche 23 juillet et a été pris dans la résidence du Nigeria à Londres, assure l'entourage du président qui l'a diffusé sur les réseaux sociaux. Malgré ces efforts de communication, certains leaders d'opinion continuent de mener une campagne très dure sur l'absence du président. À l'image de l'avocat Femi Fayod, qui remet en question l'authenticité de cette photo, quel est l'objectif de cette fausse photo et de cet étrange petit déjeuner, s'interroge cet essayiste nigériane. Pour calmer les esprits, la présidence a publié une lettre datant du 24 juillet, écrite par le président Muhammadu Buhari à son homologue guinéen Alpha Condé. Dès que les médecins me l'auront conseillé, écrit le président nigérien, j'irai reprendre mes fonctions et continuer de servir le peuple nigérian.
L'actualité politique au Gabon est dominée par le retour au Gabon de Jean Ping, le rival du président Ali Bongo Ondimba, qui a suscité des tensions et de la faveur mardi à Libreville, où la police a d'abord dispersé les sympathisants de l'opposant qui ont ensuite marché avec les leaders dans les rues de la capitale, a constaté l'AFP. Le ministère gabonais de l'Intérieur avait prévenu mardi matin n'avoir reçu aucune demande relative à la manifestation projetée pour le retour de Jean Ping, contrairement à ce qu'avançait d'après le ministère un communiqué sur les réseaux sociaux. Au milieu de ses partisans de plus en plus nombreux, il a marché sur 500 mètres en direction de son QG au quartier des Charbonnages avant de monter dans une voiture. L'opposant conteste depuis 10 mois la réélection du président Bongo qui a été confirmée le 23 septembre 2016 par la Cour constitutionnelle après le rejet d'un recours de Jean Ping. Et enfin, pour boucler cette actualité africaine, la crise libyenne était à l'ordre du jour lors d'une rencontre ce mardi 25 juillet à Celles-Saint-Claude, près de Paris. Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar ont adopté une déclaration commune pour une sortie de crise en Libye. Le président Emmanuel Macron, sous l'égide duquel cette rencontre était organisée, a salué le courage historique des deux hommes forts de Libye et a annoncé un accord pour un processus électoral au printemps. C'est un texte en forme de feuille de route que les deux hommes forts de Libye ont adopté lors d'une rencontre placée sous l'égide de la France et des Nations Unies. Cet accord de principe en 10 points, agréé mais pas signé par les deux belligérants de la crise libyenne, prévoit notamment la mise en place d'un cessez-le-feu, l'inclusion des différentes parties au conflit, la réinsertion des combattants dans une nouvelle année unifiée et surtout un processus électoral fixé au printemps prochain. Cette déclaration se fait dans le cadre de l'accord signé à Skhirat en 2015, mais ce dernier pourra être amendé, précise le texte. Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar ont ensuite échangé une poignée de main devant le président français Emmanuel Macron qui a ensuite pris la parole. Ainsi se referme cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information de la rédaction, ça sera demain. Bonne suite de programmes sur Chérif la télévision.